Bonjour Euh, à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Merci de vous être connectés aujourd'hui. je vais Euh, le faire parce que comme ça, on ne dira pas, t'as pas vu. Je est-ce vais voir ce que, que ça va donner. est-ce que tout le monde pourrait couper son Oui, micro, s'il vous plaît, pour les participants à distance? Merci. Donc pour la troisième année consécutive, nous allons vous présenter, à l'occasion de la semaine du développement durable, les réalisations qui ont été effectuées cette année sur notre groupe hospitalier en matière de développement durable. On a des actions, on a un plan d'action qui s'étend évidemment dans plusieurs thématiques, notamment le soin, la mobilité durable, les déchets, la restauration, et on a choisi de mettre en lumière quelques thématiques. On commencera par une présentation du bilan carbone 2024 et je vais passer tout de suite la parole à Luc Morin. Et je Merci pars. beaucoup. C'est vous qui partagez? Oui. Parfait. Donc on va commencer. Moi, je suis Luc Morin, je suis médecin en réanimation pédiatrique et je fais partie du comité développement durable du GH depuis plusieurs années. On va commencer par parler de quelque chose un peu technique, mais qui est très important pour pouvoir suivre un petit peu ce qu'on fait, c'est le bilan carbone. Alors, on n'a pas en plein écran encore le... Je ne sais pas si vous partagez le bon écran. Le bilan carbone, la méthodologie générale, l'objectif, il est d'essayer de comprendre, c'est parfait, on peut passer 2 slides. L'objectif, il est de comprendre parmi nos activités, quelles sont les émissions de gaz à effet de serre, peut-être la slide après encore, quelles sont les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à notre activité. Alors pour ça, pardon, ouais, juste avant. Pour ça, il va falloir avoir des données d'activité, par exemple le nombre le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de kilowattheures consommés ou le nombre d'euros de médicaments qui sont utilisés, multiplié par des facteurs d'émissions qui sont connus, de mieux en mieux connus, et ça nous permet d'estimer pour l'activité quelles sont les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, si on consomme 100 masques dans la semaine pour notre activité clinique, on sait qu'un masque est dans toute sa durée de vie, c'est-à-dire de la production de matières premières, de la fabrication de ce masque, le transport jusqu'à l'Europe, puis le transport jusqu'à l'hôpital, son utilisation et finalement sa fin de vie, responsable de 37 grammes de CO2 par unité, eh bien on multiplie le 100 masques par ces 37 grammes et on arrive à notre consommation de masques dans une semaine qui est associée en tout cas à une émission de 3,7 kg de CO2 ou d'équivalent CO2. On parle beaucoup d'équivalent CO2 car c'est un des gaz à effet de serre les plus prédominants dans l'atmosphère, le plus facile à calculer et qui va être important. Donc cette méthodologie, elle est parfaitement établie et depuis plusieurs années, à la diapo suivante, la PHP fait ce travail-là, qu'il décline au sein de tous les hôpitaux, tous les groupes hospitaliers, pour faire son bilan carbone et pouvoir suivre ces données-là sur l'impact que la santé à avoir, l'hôpital va avoir sur le réchauffement climatique via les émissions de gaz à effet de serre. Donc la PHP, ça reste un très 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 gros hôpital, c'est le plus gros CHU d'Europe, et son activité en 2024 a été responsable de quasiment 2 millions de tonnes de CO2 émises quelque part dans le monde, hein, pas que localement, hein, puisqu'il y a aussi toute la production qui n'est pas forcément faite tout localement pour la plupart des choses qui sont achetées. 2 millions de tonnes de CO2, ce qui est considérable et un peu difficile à appréhender, étant donné la taille également très importante de notre hôpital, enfin de notre GHU. En termes d'équivalence, on peut calculer que, en pratique, une journée d'hospitalisation moyenne d'un patient va être associée avec l'émission de quasiment, enfin, un peu plus de 300 kilos de CO2, ce qui est assez énorme, ou alors un équivalent temps plein travaillant à l'hôpital. Le fait de travailler à l'hôpital et notre activité clinique de soins va être associé avec 21 tonnes d'équivalent CO2 produites chaque année. Ça, c'est des chiffres qui sont énormes, qui ne sont pas forcément simples. Ils sont à mettre en relation avec les objectifs, enfin, avec la moyenne déjà produite par un Français qui est entre 8 et 10 tonnes de CO2. Donc on voit que le simple fait d'être soignant, de travailler à l'hôpital, fait qu'on a une activité qui est extrêmement productrice de CO2. Et une deuxième façon de voir, c'est que les objectifs
pour atteindre les objectifs des accords de Paris pour un réchauffement climatique à moins de 2 degrés à l'horizon de 2100, ce serait d'avoir une production de carbone de 2 tonnes de CO2 par personne. Et encore une fois, on en est assez loin pour le moment. C'est pourquoi il faut essayer de faire un petit peu de travail peut-être pour voir ce qu'on peut faire. Le camembert représente la répartition finalement de cette consommation de gaz à effet de serre dans les différentes parties. On va s'intéresser au jaune parce que c'est le plus important. C'est tout ce qui est en rapport avec le soin en pratique, c'est-à-dire c'est la consommation de médicaments et de dispositifs médicaux, les compresses, les seringues, les cathéters, tout un tas de dispositifs médicaux, ce qui est utilisé au bloc opératoire. Donc c'est ce qui va être vraiment en rapport avec le patient, avec le soin de façon importante. Et c'est la plus grande partie, c'est normal, c'est notre mission. Dans les deux autres graphiques, on voit l'évolution au sein de la PHP sur les 10 dernières années de cette consommation, ce bilan global de carbone, en lien avec les activités en jaune, qui sont les activités, enfin, les données d'activité en journée d'hospitalisation. Donc il y avait une diminution de cette journée d'hospitalisation, une réaugmentation récente, mais on voit qu'il y a une augmentation importante sur 2024 versus 2023 du bilan carbone lié à nos activités de soins. Il y a un focus ensuite, la diapo suivante, sur notre groupement hospitalier. On se situe globalement dans les mêmes ranges. De façon intéressante, on voit que pour les équivalents temps plein, on est associé à une émission qui est à peu près la même qu'au sein de la PHP, alors que nos émissions par journée d'hospitalisation sont un petit peu en dessous, ce qui est probablement en lien avec peut-être un petit peu plus de long séjour sur nos hôpitaux de notre GHU. Et on sait qu'ils sont moins consommateurs de médicaments, de dispositifs médicaux et donc d'émissions de gaz à effet de serre. On retrouve également la même augmentation depuis 1 ou 2 ans de nos émissions de gaz à effet de serre, ce qui est le graphe en bas à gauche, peut-être un petit peu moins importante qu'au niveau de tout le GH, de tout l'hôpital, de toute la PHP, mais qui existe tout de même. La répartition des différents postes de dépenses d'émissions de gaz à effet de serre est sensiblement la même, avec 60% liés aux soins. Il y a l'alimentation des patients et des soignants qui est liée à 5% des émissions, les déplacements, que ce soit déplacements des patients ou du personnel, et c'est surtout le personnel, c'est un peu plus de 10% de nos émissions de gaz à effet de serre, et l'énergie environ 10% également. Le numérique a pour l'instant une toute petite part, mais qui est grandissante. À la diapo suivante, on voit l'évolution sur les dernières années, sur certains focus, alors qu'il y avait, voilà, on voit que sensiblement c'est la même chose, peut-être une petite augmentation sur certains points l'année dernière par rapport à l'année précédente, donc 2024 par rapport à 2023, alors qu'il y a plutôt une diminution jusqu'à maintenant sur les mobilités, l'alimentation, l'énergie. En revanche, le soin, lui, continue d'augmenter parce que l'activité de soins augmente, et de plus en plus technique, nécessite de plus en plus de médicaments qui coûtent de plus en plus cher. C'est pas forcément le meilleur ratio, mais qui sont aussi de plus en plus complexes à produire, et donc émetteurs une grande quantité de gaz à effet de serre. C'est avec ce bilan qu'il y a donc ce groupe, ce comité de développement durable auquel certains participent ici, qui s'est mis en place, qu'il y a de nombreuses initiatives qui ont été prises dans le cadre du soin pour essayer d'améliorer les choses, et dont le GHU avait fait le choix là, d'articuler ça sur un plan juste prescription et pertinence du soin, sur lequel M. Tinadini va revenir après, et également l'année dernière de proposer une prime d'engagement collective développement durable et une démarche d'éco-unité à proposer pour labelliser certains services qui en font un objectif pour eux, et sur lesquels Mme Lestienne va revenir dans les prochaines diapos.
Merci beaucoup. Donc, effectivement, après ce premier point de diagnostic sur notre bilan carbone et l'éclairage, le focus qu'on a mis sur la thématique soins, on souhaitait revenir au titre des réalisations de 2025 sur tous les projets qui ont été rendus au titre de la PEC 2025, donc la prime d'engagement collectif 2025, puisque cette année, nous avions ciblé des projets types autour de la thématique décarbonation. Donc, le comité développement durable du GHU avait proposé de pouvoir pré-remplir un projet pour tous les services ou unités qui souhaitaient s'engager sur la démarche du développement durable. Il y avait notamment un catalogue d'actions sur lesquelles on pouvait choisir de s'engager et qui était en lien avec la démarche juste prescription que vous présentera Ducat Dini dans quelques minutes. La démarche juste prescription, c'est évidemment la première marche de ce volet d'action, et la prime d'engagement collectif permettait d'aller un peu plus loin en creusant encore davantage les thématiques qui pouvaient être choisies par l'ensemble des services. Donc, sur la thématique lutte contre le changement climatique, 41 projets ont été déposés sur 318, donc ça représente 13% des projets de prime d'engagement collectif. On a eu 35 projets lauréats, donc c'est-à-dire jugés recevables, sur 232 qui étaient également jugés recevables sur l'ensemble des candidatures. Donc vous voyez ci-dessous la répartition par site, qui était, voilà, on voit que ça concerne tous les sites excepté Berck, mais par ailleurs, sachant que le site de Berck a vraiment une très belle dynamique en termes de développement durable, donc ils ont sans doute pu traduire cela à travers d'autres modes d'action. La majorité des projets émanent des services de soins. Ils représentent 29 projets sur les 41 projets déposés et 27 parmi les recevables. Vous avez également une vision par DMU. À la slide précédente, c'était par site. Et donc là, on voit que voilà, un grand nombre de nos DMU, un grand nombre de nos 16 DMU se sont portés candidats sur ces projets en lien avec la thématique développement durable. Donc les sous-thématiques principales qui ont été choisies par les candidats portent sur la réduction de la consommation de médicaments et de dispositifs médicaux implantables, sur la réduction du gaspillage de matériel courant et la dématérialisation des procédures. Donc, le constat qu'on a fait, c'est qu'il y a une bonne appropriation du plan juste prescription au travers de cette prime d'engagement collectif, même dans les cas où ce n'était pas forcément mis en avant dans la candidature. Et à la marge, les projets renvoient à des actions de sensibilisation, comme par exemple les ateliers éco-responsables en maternité. Donc, par rapport au projet clé en main que nous avions proposé, qui n'était pas une obligation, on pouvait bien sûr soit choisir de s'inscrire dans ces projets clés en main, soit toutes les équipes qui souhaitaient se mobiliser sur le développement durable, mais sans choisir les projets clés en main, pouvaient tout à fait le faire, évidemment. Mais donc, parmi ceux qui l'ont fait, l'APUI d'Ambroise Paré, par exemple, s'engage dans la décarbonation avec, vous le voyez, 2 actions en termes de juste prescription sur la gestion des médicaments de chimiothérapie et l'optimisation de la gestion des périmés. On a eu également un lauréat, Onceverdi en Réa, qui a mis en avant 3 actions de juste prescription sur la diminution de la consommation des gaz de sang, la réduction des gaspillages de dispositifs médicaux et le fait de favoriser l'allaitement et le réutilisable. On a également eu, entre autres exemples, le circuit du retour des médicaments non utilisés à la pharmacie sur Bicêtre, avec la mise en place d'un circuit bien procéduré pour s'assurer du retour de ces médicaments qui sont du coup traités dans la bonne filière notamment, ou parfois qui peuvent être remis en stock. Sur les services techniques et administratifs, donc une bonne représentativité également des services administratifs dans le cadre de cette prime d'engagement collectif autour de la thématique développement durable. 12 projets ont été déposés, 8 ont été jugés recevables, et donc vous voyez que c'est assez diversifié puisqu'il y a eu les services techniques par exemple, parfois des crèches, le service informatique, le service social, un des services restauration, la cellule des marchés, le service de communication. Donc ça a été, les candidats ont été assez divers. Et donc dans les thématiques abordées, là évidemment on ne pouvait pas avoir de thématique en lien avec le soin, mais
la baisse des déchets plastiques à la restauration, la réduction de la consommation énergétique en renforçant le recours au LED pour les services techniques. Dans les directions fonctionnelles, ce sont beaucoup des projets autour de la dématérialisation des procédures, de la mise en place renforcée du tri sélectif, de la communication, de la sensibilisation et également un projet assez innovant de tableaux de bord et d'indicateurs environnementaux. Donc, ça, c'était pour la prime d'engagement collectif 2025 et on souhaitait également profiter de ce webinaire pour appeler votre attention à tous sur le projet d'éco-unité qui a été lancé cette année et sur lequel vous souhaiterez peut-être vous porter candidat, ce qui serait une belle réussite pour nous. Donc, les unités durables visent à intégrer en fait les enjeux écologiques au sein des services de soins. Ça a été expliqué en première partie sur le bilan carbone. Nous sommes un hôpital et donc c'est normal. Le premier poste d'émission de gaz à effet de serre, ce sont les soins. Et donc, pour avancer dans notre démarche, on a vraiment besoin de mobiliser les acteurs qui sont au plus près de la production de soins pour engager des actions vraiment significatives pour le développement durable au sein de notre hôpital. Donc, ça repose sur une évolution des pratiques professionnelles parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de réduire la qualité des soins pour les patients, mais de réfléchir à des actions qui peuvent être nommées, qui peuvent être entamées pour réduire l'impact sur l'environnement. Afin de formaliser donc cet engagement, l'unité qui choisit de se porter candidate signe une charte avec plusieurs représentants de la direction, le référent développement durable du DMU également, le cadre, enfin vous voyez qu'il y a toute une liste. Donc cette charte, elle repose sur 6 axes d'action. Ils sont listés ici, donc gouvernance, éco-soins, mobilité, déchets, sobriété énergétique, alimentation. Les équipes s'engagent sur des actions à déployer dans chacun de ces axes sous 18 mois. Et en fait, dans certains de ces axes, il y a à chaque fois plusieurs actions mentionnées. Dans certains axes, toutes les actions vont être obligatoires. Et dans d'autres axes, il suffit de pouvoir s'engager sur une action pour pouvoir valider qu'on remplit la thématique. Donc, ces éco-unités, elles ont fait l'objet d'une communication en diffusion générale par mail le 22 avril, lors de la Journée de la Terre, où chacun, donc en principe, enfin tous ceux qui sont dotés en tout cas d'une boîte mail, ont pu recevoir notre communication. Et par le biais de ce mail, on pouvait télécharger la charte des éco-unités et télécharger l'affiche. Si certains ne l'ont pas vu passer et ont supprimé par erreur le mail, on peut bien évidemment le renvoyer et on organisera probablement une communication générale à nouveau d'ici la fin d'année. Donc, très rapidement, pour vous donner un petit peu des exemples plus concrets dans chaque thématique, par exemple sur l'axe 1, gouvernance et mobilisation des professionnels, c'est un peu le socle sur lequel repose tout ce projet d'éco-unité, puisque ici, toutes les actions de l'axe sont obligatoires. On demande à l'unité qui se porte candidate de pouvoir désigner un référent au sein de l'équipe, puisque évidemment, ce sera par lui que transitera la communication et le dialogue qui est nécessaire avec les différents interlocuteurs. Mettre en place un petit groupe projet, ce n'est pas du tout besoin d'embarquer la totalité des membres du service là-dessus, mais d'avoir un noyau de personnes un peu mobilisées qui pourront surveiller le suivi des actions. Il faut pouvoir former 10% du service au planesphère. Donc le planesphère, ce sont des ateliers de sensibilisation au développement durable qui sont vraiment axés autour des problématiques de soins et qui sont complètement adaptés à l'hôpital. C'est vraiment fait pour les professionnels de santé. Et avoir un animateur planesphère dans le service. Et donc là, c'est une formation qui est un petit peu plus requérante puisque ça nécessite de suivre des modules complémentaires. Je précise qu'en annexe de la charte,
il est indiqué toute la marche à suivre pour savoir, par exemple, en l'occurrence, comment organiser un atelier planosphère pour son service. On a vraiment essayé d'avoir une approche très concrète pour à chaque fois mentionner les interlocuteurs à contacter pour progresser sur ces items ou mettre en place ces items. Donc, n'hésitez pas à vous reporter à la charte qui est beaucoup plus complète que les diapos qui sont présentés ici. Donc, éco-soins, je ne vais pas tout détailler, mais il y a plusieurs items sur lesquels on peut s'engager. C'est évidemment ce sont des items qui sont totalement cohérents avec notre démarche de juste prescription. Et donc, chaque service candidat doit mettre en œuvre 2 actions liées à l'éco-soin, sachant que, en principe, ce sera rappelé tout à l'heure dans la juste prescription, tous les services se sont engagés sur certaines de ces actions. Donc, en principe, cet axe 2 est assez simplement atteignable. C'est la deuxième marche de notre échelle de mobilisation sur la thématique soins du développement durable. Ensuite, sur la mobilité, il faut pouvoir participer aux actions mises en place par le GHU dans le cadre du plan de mobilité employeur et communiquer dans le service autour du forfait mobilité durable. Sur les déchets, il faut pouvoir former les membres du service au tri des déchets. Donc là, c'est pareil, dans la charte, tous les contacts sont indiqués pour savoir comment organiser cette démarche et s'engager sur un objectif de diminution des lasseries. En revanche, il y a une action qui est facultative, c'est le fait de s'engager dans le tri des biodéchets. Évidemment, à terme, on souhaite bien sûr que ce tri des biodéchets soit le plus possible répandu dans nos hôpitaux, mais à ce stade, pour l'instant, on essaye de faire les choses progressivement. Cette action-là, elle est encore facultative pour être labellisée éco-unité. Sur la sobriété énergétique, c'est des actions... Enfin, c'est plus un engagement au niveau du service de s'assurer qu'on éteint les ordinateurs, les écrans, les lumières et promouvoir les bonnes pratiques en termes d'éco-gestes à l'aide des stickers qui sont disponibles dans les magasins de chacun de nos hôpitaux. Et sur l'alimentation, donc améliorer la gestion des stocks et les commandes de dotation d'épicerie, limiter les gaspillages en répondant mieux aux goûts des patients. Là, c'est pareil, il y a un petit vadémécum dans la charte pour vous aider à voir comment formuler des objectifs en matière d'alimentation. Voici pour cette première partie autour du bilan carbone et des éco-soins. Et je vais passer la parole à Isabelle Coyer sur la mobilité et les actions en matière de restauration. Isabelle, si tu peux, je te laisse projeter. Bonjour, je partage mon écran. Alors, sur la thématique restauration durable, on a 2 grands champs d'action. D'une part, tout ce qui est achat de produits... Voilà, achat de produits qu'on dit Egalim, c'est-à-dire qui sont conformes à la loi Egalim qui nous impose une certaine part de nos achats en valeur d'achat qui sont des produits labellisés. Donc, par exemple, les fruits qui sont à 70% labellisés chez nous, c'est des labels comme haute qualité environnementale ou le label bio ou certification environnementale de niveau 2. Sur les pains, viennoiseries, c'est par exemple les labels rouges ou les labels bio. Sur les viandes, c'est le label rouge et sur les poissons, c'est un label spécifique poisson. Et donc, on monte en charge progressivement sur les produits Egalim. Donc, vous avez la progression ici entre 2023 et 2025 qui est différenciée en fonction des sites. Ça correspond soit à la typologie de la production sur les sites, soit à nos marchés d'alimentation. Par exemple, sur Béclair, comme on est en partenariat commercial avec Sodexo, on fait un suivi qui est à part. Donc, vous voyez que la part a augmenté. Donc, il n'y avait pas du tout de produits Egalim à Béclair en 2023 et on est presque à 20% en 2025.
Sur Berck, donc ça c'est lié au rythme de marché, on a donc fait un bond gigantesque en 2025 et on a plus d'un quart de nos produits qui sont des produits Egalim à Berck. Et sur les autres sites, on augmente là progressivement, mais on était parti d'un peu moins loin et en 2025, on est à un peu plus d'un quart des produits qui sont des produits Egalim. Dans les produits Egalim, il y a les produits bio. Donc, le bio est un sous-ensemble. Donc, on vous a fait un petit focus sur les produits bio qui sont, par exemple, le frais, les yaourts naturels, les fromages blancs. Si vous fréquentez les selfs, vous les voyez, ou sur les fromages, ou le jus d'orange, ou le quinoa, par exemple. Et sur le bio, on a aussi là une progression un peu similaire avec une part qui augmente un peu de la même façon que les Egalim, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et donc, on partait de moins loin sur Ambroise Paré, Raymond Poincaré, Sainte-Périne, Bicêtre et c'est tout. Et pour Berck, on a fortement augmenté en lien avec nos marchés. Et sur Béclair, on augmente progressivement aussi. Voilà sur les achats de produits au sein de la restauration, qui concernent aussi bien les patients que les selfs. Et ensuite, on a un deuxième volet sur la restauration durable qui concerne l'offre végétarienne. Donc sur les selfs, par exemple, vous voyez qu'entre 2024 et 2025, on a un peu systématisé l'offre végétarienne sur l'ensemble de nos selfs. Par exemple, à Ambroise Paré, Raymond Poincaré, Sainte-Périne, on a une alternative végétarienne par jour, plus un jour qui est pesco végétarien chaque semaine. Et sur Béclair, Bicêtre et Berck, on a une alternative végétarienne par jour. Pour les patients, c'est pareil. Donc, il y avait une situation assez hétérogène sur l'offre végétarienne pour les patients en 2024. On a homogénéisé en 2025 et on est passé à un menu végétarien par semaine en tant que menu du jour. Parce que vous savez peut-être que les menus pour les patients sont déclinés en de multiples modalités. Et donc là, le menu végétarien, c'est un menu végétarien en tant que menu du jour. Dernier volet pour la restauration durable, c'est la réduction de la consommation de viande rouge. Comme vous le voyez, on a un objectif très volontariste. En 2025, on a diminué de 20% notre consommation de viande rouge entre 24 et 25, et on a un objectif d'ici 5 ans à 0 viande rouge. Voilà pour la restauration. On a aussi un volet mobilité durable, donc on l'a décliné par exemple dans les éco-soins que vient de vous présenter Anne Lestienne. En matière de mobilité durable, on s'est doté d'un plan mobilité entreprise en janvier 2025. Il est composé de 5 axes qui doivent permettre de rendre la mobilité plus durable et réduire l'impact sur l'environnement de nos déplacements à la fois pendulaires domicile-travail, mais aussi les déplacements professionnels. Les axes concernent en premier lieu l'encouragement à la pratique des modes actifs, le vélo par exemple, et la progression de la part modale actuelle. Donc, ça consiste par exemple à adapter les stationnements vélo, à favoriser l'accessibilité, soit sur chacun de nos sites, soit en proposant des itinéraires vélo entre nos sites, par exemple. Ça consiste aussi à rappeler les bonnes pratiques en matière de sécurité, puisque ça peut être un frein à l'utilisation du vélo. Et puis, ça consiste, par exemple, à promouvoir le vélo, ses bienfaits en termes de santé ou d'environnement. Le deuxième axe concerne l'utilisation des transports en commun, en mettant en avant aussi, à travers une communication adaptée, la communication sur l'offre de transports en commun pour chacun de nos sites. Et ça peut aussi, par exemple, consister à travailler avec les collectivités territoriales pour les sensibiliser à nos besoins et favoriser des évolutions de desserte en transport en commun.
Troisième axe, réduction de la place de la voiture et diminution de son impact sur l'environnement, où par exemple, on peut avoir pour objectif de convertir les personnes à l'électrique ou encourager le covoiturage. Quatrième axe, l'adaptation des organisations du travail. On a par exemple la politique qui est menée par la DRH sur le développement du télétravail quand c'est possible, ou des actions pour diminuer les déplacements intersites. Et on a enfin un dernier axe sur le pilotage de ce plan avec l'installation d'un comité de suivi qui suit l'ensemble des actions. Je vous ai montrer là quelques actions en cours. On a par exemple une action sur le stationnement sécurisé vélo et une adaptation des stationnements sécurisés. On a réalisé un état des lieux, je vais y revenir tout de suite. Il y a une action d'encouragement sur le covoiturage pour les déplacements domicile-travail. On est en lien notamment avec un prestataire qui développe des lignes de covoiturage façon ligne de bus, avec des arrêts qui sont prévus et des itinéraires fixes, des plateformes qui permettent de s'inscrire et soit en tant que conducteur qui propose une ou plusieurs places dans sa voiture, soit en tant que utilisateur de ces lignes de covoiturage. Et on est en lien donc avec ce prestataire, puisqu'il y a une ligne qui vient d'ouvrir dans le secteur de Béclair, et on est en train de voir si on pourrait, s'il y a des potentialités pour ajouter un arrêt qui passerait près de Béclair. Donc, faire une étude de potentialité, puis éventuellement, si il y a des besoins, ajouter un arrêt. Donc ça, c'est à l'étude, on en est au tout début. Et dernière action sur la conversion à l'électrique, avec une étude lancée pour l'installation de bornes de recharge rapide sur Bicêtre comme site pilote, puis avec un objectif d'extension. Je vous fais un petit focus sur l'adaptation du stationnement sécurisé aux besoins avec un état des lieux. Donc, simplement pour vous dire qu'il y a des stationnements vélos sur l'ensemble des sites, soit des abris vélos qui ont tous la même caractéristique, qui ont été installés à Bicêtre, Ambroise Paré, Berck, Béclair et Raymond Poincaré et Paul Brousse. Il n'y a pas d'abri de ce type sur Sainte-Périne parce qu'il n'y a pas la possibilité, il n'y a pas l'emplacement au sol pour le faire. Ils sont tous identiques, 24 places, sécurisés puisque accessibles seulement avec une carte professionnelle. Ils ont des kits de réparation, une pompe à vélo à l'intérieur pour favoriser l'entretien des vélos. Vous avez le recensement sur les sites concernés. Il y a un deuxième, voilà, les photos de ces abris sécurisés. Et il y a un deuxième type de stationnement qui sont les arceaux. Donc, soit ils sont à l'air libre, soit ils sont abrités. Le plus souvent, ils sont à l'air libre sur les sites. Et on a deux sites sur lesquels on a repéré des besoins qui sont Sainte-Périne et Béclair, donc des extensions sont à l'étude. Deuxième focus sur la conversion à l'électrique avec une étude qui est en cours pour installer des bornes de recharge pour les véhicules électriques sous la forme d'une concession de service public puisque nous sommes hôpital et nous ne pouvons pas vendre d'électricité, donc on doit passer par un prestataire qui exploite et qui recueille les produits de la vente d'électricité. Donc on a lancé une enquête de besoins à l'été. On prévoit une expérimentation sur le site de Bicêtre. Et pour les actions à venir, on a comme objectif en complément des actions encore en cours, d'améliorer l'accessibilité aux différents sites en les cartographiant et en communiquant sur des itinéraires intersites en fonction des modalités, notamment des modalités douces.
Communication sur les bonnes pratiques à vélo pour favoriser des pratiques sécures et puis peut-être lever un des freins à l'utilisation du vélo et communiquer mieux sur l'offre en transport en commun. Voilà pour mobilité et restauration durable. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on puisse prendre plutôt les questions à la fin, ou sinon adresser-les par écrit peut-être, mais on sera ravis d'avoir un temps d'échange, mais je voudrais qu'on puisse avoir le temps d'écouter aussi la juste prescription, donc qui va être présentée par notre directeur des finances, Lucas Tidadini. Oui, je vais essayer d'être ultra rapide pour laisser le temps à des questions. Du coup, je suis la juste prescription en lien avec notamment Anne-Sophie Lotte, qui est la présidente de la commission de la médicale d'établissement et avec beaucoup d'autres acteurs. Donc, on a essayé de définir, c'est une démarche qui n'est pas directement en lien avec le développement durable au départ. Elle est centrée sur la qualité des soins, sur le temps libéré qu'on peut avoir, parce qu'on sait que ce sont des gestes ou des examens dans 3 filières, la biologie, l'imagerie et les pharmacies, qui regroupent à la fois les médicaments, mais aussi les dispositifs médicaux, qui peuvent être indus et qu'on peut rationaliser. Mais on a très très vite intégré l'impact environnemental en s'intéressant aux endroits où on voyait qu'il y avait cette double valence et qu'on avait des marges de progression. Donc, pour vous résumer, on a fait beaucoup de choses à partir de 2023 pour insuffler un peu une dynamique. Donc, ça allait de la revue de prescription sur ces 3 thématiques à un focus pour des dispositifs médicaux blocs soit très polluants, soit très coûteux. De réfléchir sur les radiographies au lit du patient ou aux urgences qu'on pouvait avoir, mais aussi à tous les actes de biologie qu'on fait, parfois de manière un peu automatique. Et donc, on a essayé d'être à la fois précis sur ces thématiques et assez général, en communiquant vis-à-vis des internes notamment, parce qu'on sait que ça fait partie des populations qui ont pris à bras le corps ces questions avec beaucoup d'équipes médico-soignantes. Donc, ça passe par tout un rappel de grands principes. Alors, on est sur un GHU très riche, hein, donc l'idée, c'est d'être à la fois d'avoir des messages généraux, mais de s'adapter un peu au service. Et donc, il y a des interventions qui sont faites à tous les accueils d'internes. Et puis, pour être plus global, on a eu un projet de plan sur tout 2025 où on a demandé à tous les services de nous faire remonter 1 ou 2 actions qui étaient en lien avec la juste prescription et ou le développement durable. Donc, ça passe de la prescription d'IPP post-hospitalisation au parcours de soins, à la réduction du jet de certains médicaments, l'amélioration de gestion des stocks, des thématiques qui ont déjà été évoquées avant. Et on voit qu'on a eu quelque chose d'assez diversifié sur toutes ces actions. Vous voyez qu'on retombe sur les éléments qui ont été évoqués précédemment. Mais ça nous a permis d'aller un peu plus loin, notamment sur des actions en 2025. Je vais aller assez vite, mais il y a tout un travail qui a été engagé pour revoir les prescriptions dans Orbis qui étaient faites, c'est-à-dire qui sont proposées directement quand vous vous connectez. On voit qu'en fait, c'est un déploiement qui a été fait il y a quelques années et pas toujours adapté au service. Donc, ça permet d'éviter des examens dus, voire des redondances d'examens. Sur la juste prescription des médicaments, il y a eu notamment des travaux qui ont été faits sur les relais IV PEROS. On sait que c'est bien plus polluant d'avoir de l'IV notamment et que ça après consomme des ressources pour les équipes cathéters par exemple. Et ça, c'est un travail qui a été fait. Il y a beaucoup de services qui sont portés volontaires là-dessus et on a pu voir que sur le GHU, il y avait quand même une dynamique et une certaine vigilance qui était engagée. Et puis, il y a les prescriptions sur quelques grandes thématiques, notamment le fer inject ou les IPP. L'idée, c'est de se dire, comme ça a été rappelé, qu'on a quand même une majorité du bilan carbone à l'hôpital qui est, entre guillemets, importé par la consommation de fluides, de médicaments, de EDM. Et donc, du coup, on essaye de lier ça à une démarche médicale où on compare, pour prendre un exemple assez classique, là, c'est un cartel sur la comparaison entre fer inject et fer sans dose qui est illustré autrement.
Sur les dispositifs médicaux, on a fait deux grandes choses. La première, c'est d'informer assez largement, d'intervenir lors des conseils de bloc sur les dépenses et le nombre d'éléments médicaux, et on essaie de les rapporter à l'activité. C'est-à-dire qu'on est capable de dire à peu près combien est-ce qu'on a eu d'interventions dans chaque spécialité, et si ces interventions ont été plus ou moins grosses, complexes, et ça nous permet d'avoir des ratios. Après, comme ça a été évoqué, on essaye d'affiner un peu ces ratios pour mieux mesurer si on est des gros consommateurs ou pas. En tout cas, on se rend compte que ne serait-ce que de partager l'information, mettre à disposition des données pour les effectifs du bloc, ça leur permet déjà de réfléchir. Et sur des DM bien précis, ensuite, on a des discussions sur le fait d'aller sur des dispositifs plus ou moins coûteux, mais qui peuvent être moins invasifs. Là, on peut parler de la radiofréquence pour les fibromes utérins. C'est quelque chose qui a été fait par Catherine Fargeot et son équipe en lien avec l'équipe de gynéco sur Bicêtre. L'idée, c'est de réfléchir à ces éléments. Sur l'imagerie, on l'a déjà évoqué, il y a tout un travail qui a été fait ces dernières années pour rationaliser les radiographies du patient. On en avait il y a encore quelques années beaucoup en réanimation qui était fait de manière automatique. Là, l'idée, c'est d'essayer de... Enfin, c'est plus qu'une idée, c'est une réalité. Ça a grandement baissé. Et puis, on fait aussi attention avec les produits l'injection des produits de contraste qui peuvent être assez polluants. Donc, en gros, la juste prescription, c'est un peu un état d'esprit. Et pardon, je suis désolé, je vois que je n'avais pas ma caméra. C'est un peu un état d'esprit. Ce qui nous importe le plus, nous, un peu comme le développement durable, c'est que les gens puissent se questionner, à la fois les gens qui sont de manière stable dans les équipes, mais aussi les stagiaires et les internes que vous recevez, et qu'on ait un peu le réflexe développement durable et juste prescription. Voilà, désolé, c'était peut-être intense. Mais j'essaie de tenir. Merci beaucoup Lucas. Si certains d'entre vous ont des questions ou des remarques, n'hésitez pas à prendre la parole. On serait ravis de pouvoir échanger avec vous sur ces thématiques. Oui, Madame Mani. Bonjour, Céline Mani, donc sage-femme coordinatrice à la maternité de Bicêtre, ensuite de couche. Pardon, évidemment, j'avais juste une question très pratique sur le local à vélo qui est présenté au niveau de la maternité. Je ne crois pas qu'il soit à l'extérieur ou devant la maternité. Je pense qu'il y a plutôt un local à vélo en sous-sol, simplement. Et autour de la maternité, ce sont des... Alors, je ne me rappelle plus comment vous avez appelé ça. Ce sont des arceaux vélos. Pardon? Des arceaux. Voilà, des arceaux vélos, effectivement, qui sont et du côté des urgences gynéco-obstétricales et du côté de l'entrée de la maternité principale. Quand même, alors, il y a plusieurs professionnels et c'est pas très engageant, qui se sont fait dérober leur vélo sur ces places. D'accord. C'est arrivé plusieurs fois. Ok. Donc, voilà. Alors, ouais. Je ne sais pas si Isabelle souhaite pouvoir apporter un complément, mais c'est vrai qu'on a bien conscience que les abris sécurisés, c'est nettement préférable. Enfin, ça présente pas mal d'avantages par rapport aux arceaux, mais néanmoins, ça reste un peu compliqué à multiplier. Donc, c'est vrai que là, même après la première vague qui avait été installée, on va quand même se reposer la question et voir si on peut en rajouter d'autres. Mais il faut répondre à pas mal de contraintes, que ce soit financières, techniques, etc. Mais Isabelle, je ne sais pas si tu as un complément à apporter. Oui, c'est pas facile. Il y a des emprises au sol qui sont
qui sont obligatoires, on a des sites classés. Alors, il n'y a pas des besoins sur tous les sites. Il y a des sites où il y a des emplacements même d'abris sécurisés qui sont sous-utilisés. C'est vrai que les arceaux sont plus faciles à poser. Les abris sécurisés sont beaucoup plus exigeants et puis ils sont aussi beaucoup plus coûteux, effectivement. Mais Et néanmoins, effectivement, pour les cas de pardon, vote allez-y. vus, j'espère que, enfin, j'imagine que ça a été le cas, mais il faut bien évidemment mettre toujours les responsables sécurité. Enfin, il faut pouvoir Oui. prévenir. Hein, j'imagine que ça a été. Oui, ça a été fait. Oui. Mais donc, oui, parce que dans la présentation, j'avais l'impression que vous disiez que le local sécurisé, il était à la maternité au niveau des bâtiments. Je pense qu'il est plutôt au sous-sol et je suis d'accord, je pense qu'il est largement. Alors, je ne suis pas allée le voir, hein, mais je crois qu'il est sous-utilisé par rapport à ce que je vois de la circulation des vélos dans le service. Ouais, concernant, moi je le connais bien, ce local vélo qui est au niveau de la maternité. Alors il est précisément juste l'étage en dessous, hein, il est sur le parking des Ouais, urgences voilà, il pédiatriques, est dans donc le c'est l'étage sous-sol. vraiment juste en dessous avec un ascenseur direct pour la mater, donc il n'est pas très compliqué, on a pas mal de chance. Bah, je Il suis n'est pas d'accord. sous-utilisé celui-là, il est plutôt surutilisé parce que Ah, il y a beaucoup de monde. Il a un petit problème technique, je crois, en ce moment, c'est que la porte ne ferme plus, je ne sais pas si ça a été réglé. En revanche, celui de Broca, il est un peu de l'autre côté, c'est vrai. Celui-là est sous-utilisé. Il y en a un autre dans le parking ah oui, souterrain d'accord, c'est à celui-là. Broca. Je ne sais pas à quel point il est utilisé. Je pense qu'il n'est pas beaucoup utilisé non plus. Donc il y a pas mal de possibilités pour ceux qui sont vraiment inquiets. Après, la règle, elle reste toujours qu'un vélo, effectivement, dans l'hôpital comme en dehors de l'hôpital, il peut se faire voler assez facilement et qu'il faut l'accrocher avec un cadenas de grande sécurité. Et ça, c'est la règle partout. Et c'est malheureusement pas parce qu'on est à l'hôpital qu'on est plus en sécurité, voire l'inverse. Mais ils étaient attachés de manière normalement sécurisée, enfin voilà, de la manière habituelle, hein, et pour autant, ça n'a pas empêché. Alors, je pense que c'est plutôt du côté des urgences que ça se fait plutôt qu'en bas, mais que c'est arrivé à chaque fois, mais bon, voilà. Bon, après, c'était un aparté. Mais si vous me dites que celui du sous-sol, il est surutilisé, alors ça veut dire que il nous en faudrait encore au moins, je ne sais pas combien, un certain nombre. C'est des choses qu'on va effectivement regarder, mais c'est vrai voilà, qu'il en existe d'autres sur le site. Alors évidemment, on a bien conscience que parfois c'est un peu moins pratique parce que moins facile d'accès par rapport au lieu d'exercice des professionnels. Mais voilà, parfois pour quelques minutes, ça peut être intéressant de garer son vélo avec un caractère plus sécurisé. N'hésitez pas, merci beaucoup, madame, pour votre question et pour les informations. N'hésitez pas s'il y a d'autres remarques, d'autres questions. On est à votre disposition. Si ce n'est pas le cas, merci en tout cas à tous de vous être connectés. C'est important pour nous, effectivement, une fois par an, dans le cadre de ces webinaires, de pouvoir mieux communiquer autour de toutes les actions qui sont menées avec beaucoup de dynamisme par les différentes équipes. Et on compte sur vous pour faire la promotion des éco-unités dans vos services. Ce serait voilà, vraiment, je pense, une très belle action que de pouvoir multiplier les labellisations autour de cette thématique. Et si vous avez besoin d'informations là-dessus, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On organisera un échange. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.